Nous vous remercions vraiment d'être présents parce que je dois dire que nous redoutions un petit peu la concurrence de la soirée organisée par la ville de Nîmes dans le cadre de sa démarche pour l'obtention du label UNESCO. Mais si vous voulez, vous pourrez peut-être rejoindre ensuite le Parnasse où se déroule cette manifestation. C'est pour ça qu'on essaye de commencer à 18h précise aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas ce cycle de conférences, à l'entrée, vous avez une table avec des fiches où vous pouvez inscrire vos coordonnées si vous voulez être informé au fur et à mesure des conférences que nous proposons. Voilà, alors ce soir, nous sommes vraiment très heureux d'accueillir, donc non pas 3, c'est la surprise, mais 4 archéologues de l'Institut national de recherche archéologique préventive. Donc Marie Rochette, au centre de la table, Julie Grimaud, à sa droite, et Benjamin Thomas. Donc vraiment un immense merci, parce que je sais que c'était du travail de préparer toute cette présentation. Et donc la petite surprise qui n'était pas annoncée sur le programme, c'est donc Marc Sellier, archéologue, qui va faire une petite introduction sur l'archéologie préventive, pour vous expliquer ce dont il s'agit. Voilà, merci. Merci. Bonsoir à tous. Alors, rassurez-vous, je ne me suis pas imposé. C'est simplement parce que, d'abord, je voulais remercier le CAUE pour cette invitation, puisque c'est la première fois que nous avons à communiquer dans ce cycle de conférences. Et pour cette raison, comme je ne connaissais pas bien le public qui est concerné et qui est, disons, actif dans vos manifestations, je trouvais utile et peut-être nécessaire de replacer cette fouille dans un cadre administratif et opérationnel, mais en quelques mots seulement, puisque bon, le meilleur intérêt de cette soirée sera la présentation qui sera faite par mes collègues. Alors l'archéologie, elle est organisée de façon assez rigoureuse aujourd'hui. Vous savez sûrement tous qu'il y a, ou du moins vous allez peut-être l'apprendre, qu'il y a deux archéologies, on va dire, sur le territoire national. Une archéologie qui est dite programmée, qui correspond à une archéologie qui est organisée à but exclusivement de recherche et sur des terrains qui ne sont pas forcément concernés par des travaux d'aménagement. Et donc, ce sont des chercheurs qui s'intéressent à un sujet particulier, un thème particulier, qui enclenchent des demandes au niveau administratif auprès des services des ministères de la Culture et qui sont autorisés à mener ces travaux avec des financements qui sont très limités, puisque ce sont des financements qui sont apportés exclusivement par le ministère de la Culture ou alors par des partenaires qui peuvent être les collectivités. Donc ça, c'est l'archéologie programmée qui a fonctionné depuis toujours et qui était la principale archéologie qui était menée sur le territoire jusque dans les années 60-70 et qui occupait la plupart des archéologues qui étaient spécialisés dans ce domaine. Depuis les grands travaux d'aménagement du territoire à la fin des années 60 et qui se sont développés pendant les années 70, on a assisté à une archéologie qui progressivement a évolué parce que, comme il n'y avait pas de réglementation stricte pour organiser ce sauvetage de vestiges dans le cadre de projets de travaux, petit à petit, les archéologues ont trouvé les moyens pour s'insérer au gré des discussions qu'ils pouvaient avoir, des soutiens politiques, enfin bon, bref, pour faire ce qu'il fallait pour essayer de sauver le plus de vestiges possible, puisqu'il n'y avait pas une réglementation claire qui permettait de prendre en considération tout cela de façon organisée. Alors tout ça, ça a duré évidemment assez longtemps et on est arrivé comme ça jusque dans les années 80 et en particulier à Nîmes, puisque c'est la ville qui nous intéresse aujourd'hui, où au début des années 80, avec l'arrivée de travaux d'aménagement urbain assez importants, une archéologie s'est un petit peu mieux organisée, avec des discussions beaucoup plus sérieuses et suivies entre la municipalité d'un côté, les aménageurs et les services du ministère de la Culture, et on organisme à l'époque qui s'appelait l'AFAN, qui était l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, et qui était, disons, missionné pour réaliser ces opérations qui étaient négociées, on va dire, au cas par cas. Et tout ça s'est amplifié dans des proportions assez considérables et a généré énormément de chantiers, cette fois, qui se multipliaient de façon importante sur le territoire. Il a fallu attendre 2003 pour avoir en 2003 une loi, puisque cette loi n'existait pas véritablement, une loi qui a cette fois organisé de façon tout à fait stricte l'organisation de ces opérations dans le cadre donc de travaux et donc à l'issue de demandes d'autorisation d'urbanisme
qui sont déposés pour tout aménagement, que ce soit encore une fois une collectivité, un particulier, un promoteur immobilier. Tous ces dossiers aujourd'hui bénéficient d'une instruction par les services du ministère de la Culture. Et une fois analysé le programme d'aménagement, le ministère de la Culture décide et impose la mise en place d'une première intervention qui est l'intervention de diagnostic archéologique. Alors on dit diagnostic parce qu'en fait c'est l'équivalent d'une étude de sol qui se fait par sondage. Et ces sondages bien organisés, bien réfléchis par rapport à l'aménagement, permettent d'avoir l'équivalent d'une radio du terrain, si vous voulez, pour savoir si dans ce terrain il y a un potentiel archéologique qui mérite qu'on s'y intéresse un peu plus sérieusement ou pas. Il arrive très souvent que le diagnostic ne soit pas suivi de plus d'interventions puisqu'il n'y a rien ou pas suffisamment pour justifier une opération plus lourde. Par contre, si le diagnostic donne des résultats positifs, à ce moment-là, la DRAC, donc ministère de la Culture, peut décider et impose donc à l'aménageur, donc au maître d'ouvrage, à celui qui porte les travaux, l'organisation d'une fouille archéologique préventive, et qui cette fois permet de fouiller la totalité du terrain ou alors une partie du terrain qui est concernée par le patrimoine qui a été détecté au moment du diagnostic. Alors voilà comment ça se passe aujourd'hui. L'élément important dans ce dispositif est la part financière, puisque le diagnostic s'assoit sur une réglementation qui est liée à une redevance qui est l'équivalent d'une taxe qui est prélevée sur tous les travaux d'aménagement du territoire. Et c'est l'INRAP que nous représentons ici, qui est l'opérateur principal des services du ministère de la Culture pour réaliser ces diagnostics, avec les services de collectivité territoriale quand ils existent. Pour ce qui concerne les fouilles archéologiques, à partir du moment où il y a nécessité de mener cette fouille, c'est le maître d'ouvrage qui doit les financer et donc qui doit les prendre en charge en totalité. Alors en fonction du type de projet, on peut avoir des subventionnements qui permettent à l'aménageur de pouvoir réaliser cette fouille puisqu'elle est obligatoire. Sans ça, le programme de travaux ne peut pas démarrer. Alors vous imaginez, il y a des subventions dans le cadre de projets portés par des particuliers. Une personne qui prévoit de construire sa maison et qui, par malchance, on va dire, va se retrouver confrontée à un site sur son terrain, sera aidée par les services de l'État à 100%, et c'est donc l'État qui prendra en charge les travaux. Et puis ce sont après les projets d'aménagement de type HLM, par exemple, qui bénéficient également de subventions. Alors pour revenir à cette opération en particulier, il s'agit d'un terrain qui faisait l'objet d'un permis de construire qui était porté par un particulier. Donc vous imaginez bien que lors de notre première rencontre, quand je leur ai expliqué tout ça, ils ont été un petit peu catastrophés, parce que on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on allait trouver chez eux, mais enfin, on avait quand même des indices. Mes collègues vont vous expliquer tout ça en détail. Et tout ça pour arriver finalement à une opération de fouille qui a concerné la quasi-totalité de ce terrain avant qu'ils puissent construire leur maison. Alors comme vous l'avez compris, la fouille a été financée à 100%, donc malgré tout, l'impact financier, si vous voulez, sur ce particulier a été relativement mineur. Mais enfin, malgré tout, on a quand même chamboulé pas mal leur terrain, puisque, comme vous allez le voir, on a trouvé des vestiges sur la quasi-totalité de ce terrain. Alors j'en profite pour signaler que malgré tout, tout ce protocole, on va dire, de travail qui a mis du temps à se mettre en place se passe relativement bien aujourd'hui, à partir du moment où on a des discussions suffisamment en amont avec les personnes qui sont concernées par ces opérations d'archéologie. Et je tiens à saluer ici en particulier les personnes qui étaient concernées par cette intervention, les propriétaires du terrain, ceux qui ont construit aujourd'hui leur maison. Et j'ai le plaisir vraiment de vous dire qu'on a énormément apprécié de travailler avec eux, que ça a été réciproque, que ça a été un partenariat vraiment du début à la fin, et je tiens à les remercier ici très chaleureusement. Je ne sais pas s'ils sont présents, je ne les ai pas encore aperçus, mais je tenais à le signaler. Voilà. J'arrête là, j'ai essayé de faire assez court. S'il y a un débat à l'issue de la présentation, on pourra revenir sur ces points si vous le souhaitez. Et je laisse la parole à mes collègues. Merci. Nous allons donc vous présenter les premiers résultats d'une fouille que nous avons réalisée l'année dernière dans le quartier des Amoureux, près de la gare. Si le travail sur le terrain est achevé, les diverses analyses et études sont encore en cours. Les résultats que nous allons vous exposer seront donc complétés dans les mois à venir et sont susceptibles d'évoluer. Ce soir, nous vous proposons de porter notre attention au travers d'une succession de plans sur l'évolution du site entre la fin de l'Antiquité et l'époque moderne.
Je vais donc vous présenter ces résultats qui sont issus d'un travail collectif. La récolte des données et leur analyse font évidemment appel à de nombreux archéologues et spécialistes. À mes côtés pour présenter cet exposé, donc Julie Grimaud, qui est en charge des aspects funéraires, et Benjamin Thomas, qui a la responsabilité de la compréhension générale de la stratigraphie du site. La parcelle concernée par la fouille est localisée au sud-est de la ville antique, à environ 1 km de l'amphithéâtre. Elle se trouve à l'angle des rues Sainte-Perpétue et Guinemer, dans un secteur encore peu investi par l'archéologie préventive. De nombreuses découvertes ont toutefois été faites tout au long du XIXe et du XXe siècle, dans ce quartier, donc en périphérie de la ville. Ces découvertes, tombes à inhumation, incinération, hôtels, stèles et monuments funéraires, évoquent la présence d'une grande nécropole à partir du Haut-Empire. Un certain nombre de ces objets sont d'ailleurs aujourd'hui conservés au musée archéologique de la ville. En voici quelques exemples. Pour la période médiévale, nos connaissances se réduisent à la mention d'une église portant le vocable de Sainte Perpétue, jeune noble martyrisée en Tunisie avec sa servante Félicité en 203. Ce n'est qu'à partir de 905 qu'est mentionnée l'église dans le cartulaire du chapitre de la cathédrale, et ces mentions se suivent ensuite tout au long du Moyen-Âge jusqu'au XIIIe siècle. Beaucoup plus tard, un plan du XVIIIe siècle, conservé aux archives départementales, positionne l'église à la croisée de deux chemins, l'un nommé Magaille et l'autre Vieux Chemin d'Arles. Dans ce contexte, évidemment, la déclaration de travaux, Marc l'a dit, sur une parcelle située au cœur de ce quartier a alerté les services de l'État qui ont prescrit un diagnostic afin d'évaluer si des vestiges pouvaient être conservés. Dans le courant du mois de juillet 2015, 2 archéologues, Julie et moi, avons donc réalisé ce diagnostic. Ainsi, à l'aide d'une pelle mécanique, nous avons creusé 4 tranchées pour évaluer le potentiel archéologique. Dans ces petites fenêtres d'observation, la présence de nombreux vestiges, des murs et des sépultures essentiellement, qui se recoupaient et se superposaient, témoignaient déjà de la complexité et de la richesse du lieu. Ces résultats ont alors conduit le ministère de la Culture à prescrire une fouille sur l'ensemble de la parcelle. Cette opération a réuni durant 4 mois, du 30 décembre 2015 au 22 avril 2016, 15 archéologues de l'INRAP. La parcelle, vous le voyez sur cette diapositive, a un plan quadrangulaire d'une superficie totale de 624 mètres carrés. Elle borde un axe antique supposé, au nord, sans doute localisé sous la rue Sainte-Perpétue, axe qui relie, à l'est et à l'ouest de la ville, 2 portions de la voie domitienne, ici représentées en bordeaux. Le décapage de la parcelle, une fois établis les bermes de sécurité et autres aménagements liés au chantier, a permis d'ouvrir une fenêtre de fouille d'une superficie totale de 330 mètres carrés. Malgré cette superficie qui apparaît relativement réduite, nous allons voir que les résultats ont été très nombreux. L'occupation du Haut-Empire est matérialisée par des couches de terre dont la surface a pu servir de sol. Mais aucun vestige bâti n'est directement reconnu sur l'emprise. À cette époque, la parcelle semble plutôt présenter un paysage agraire, matérialisé par des fosses d'arbres ici en vert et des tranchées représentées en blanc, servant à la plantation de vignes ou de haies. Ces vestiges, sur cette photo soulignée en blanc, sont fugaces et très perturbés par les structures plus tardives. Ce paysage agraire peut alterner avec des implantations funéraires non reconnues sur l'emprise, mais situées à proximité. Dans le courant du IIIe siècle, cet espace en bord de voie paraît progressivement être organisé en petites parcelles, des sortes de concessions à vocation funéraire. Cette organisation hérite et semble conserver les orientations et limites des aménagements agraires de la période précédente. Nous allons vous présenter ces concessions du nord vers le sud. Tout au nord, une parcelle au plus près de la voie. Si on imagine que cette parcelle s'ouvre du côté de la voie, c'est donc en fond de parcelle, c'est-à-dire dans sa bordure méridionale,
qu'ont été mises au jour 2 tombes qui se succèdent en se superposant. La première tombe installée est celle d'une jeune femme de moins de 30 ans. La fosse sépulcrale est orientée est-ouest. Elle mesure 2,10 mètres de longueur par 80 cm de large et elle est au moins profonde d'1 mètre. Les parois de la fosse sépulcrale sont doublées par des blocs de pierre au nord et au sud et par des éléments en bois à l'est et à l'ouest. Cette présence de bois est matérialisée par des clous. Au total, 14 ont été mis au jour et les plus longs mesurent 15 cm. Leurs dimensions importantes posent question quant à la nature même de l'aménagement, car ils sont bien évidemment trop longs pour clouer de simples planches. Ce coffrage est fermé par une couverture en bois recouverte à l'est par des tuiles, sans doute pour matérialiser ou protéger symboliquement la tête de la défunte. Côté ouest, entre la fosse et ce coffrage, une cruche et une lampe à huile ont été déposées. La lampe à huile est une production africaine de la fin du IIe siècle et du début du IIIe siècle. Son décor est encore lisible et il est caractérisé par une petite rosace au centre du médaillon et des pétales rendus par des stries. On observe également sur l'épaule une couronne de feuilles et des fruits de laurier, de myrte ou d'olivier. À l'intérieur du coffrage, la défunte repose sur le dos, la tête orientée à l'est, les avant-bras fléchis, les mains sur le bassin. La position du corps est particulière car c'est le seul sujet inhumé la tête à l'est sur l'ensemble de la fouille. Et la particularité de cette inhumation est accentuée par la présence de bijoux et d'objets précieux. La défunte porte un collier de plusieurs rangs et un bracelet fait de perles en coquillage de couleur blanc rosé et en jet de couleur noire. Un coffret en matériaux périssables, sans doute du bois, a été déposé à l'arrière de sa tête. Seule sa fermeture en métal est conservée. À proximité, une perle en grenat, 2 perles en saphir et 2 autres saphirs non percés mais vraisemblablement sertis ont également été retrouvés. On ignore cependant à quel objet ils appartenaient. Enfin, une monnaie du tout début du IIe siècle est déposée à proximité de l'épaule de la défunte. Et voilà, c'est déjà pas mal. Au sommet de cette tombe est installée une autre sépulture. Elle contient le corps d'un enfant décédé entre 4 et 5 ans. Il est inhumé dans un cercueil en plomb, également orienté ouest-est. 2 objets sont déposés à ses pieds, une lampe à huile et une petite bouteille en céramique. La lampe à huile est produite en Afrique du Nord, comme celle présente dans la tombe précédente, mais plus tardivement, entre 200 et 325. Son décor est malheureusement illisible. On note également la présence de fragments de tissu et d'une chaussure située contre la jambe droite, également très fragmentée. Plus au sud, une autre concession, dans laquelle sont installées 2 chambres funéraires voisines l'une de l'autre. Chacune est caractérisée par une grande fosse aux parois creusées de façon à aménager des niches destinées à accueillir des cercueils en plomb. La flèche rouge ici, on aperçoit la paroi qui recouvre légèrement un des cercueils. Donc en fait, cette coupe, c'est une restitution. Donc on a un accès ici sur une sorte de puits, et dans les parois, en fait, sont creusées et creusée une niche, et dans cette niche est encastré le sarcophage en plomb, et la niche est ensuite scellée par des tuiles. Donc ici, on a 2 chambres funéraires qui se succèdent en fait. Voilà. Et donc sur la photo, on voit donc les grandes tuiles qui ont des dimensions très importantes. Ici, les tuiles, elles font 70 cm de long sur 38 cm de large, ce qui est assez hors norme en fait. Donc dans ces 2 chambres funéraires, 2 sarcophages ont été mis au jour. Mais sans doute, il en faut en compter un de plus à l'ouest, qui a été retiré lors de l'aménagement d'une tombe plus tardive. Sur la photo en arrière-plan, donc ici, on voit des tuiles posées de champ qui scellent une autre niche creusée dans la paroi.
Ces tuiles constituent un petit coffrage protégeant un squelette dont l'ensemble des ossements est en position secondaire. Donc cette photo, en fait, c'est pour essayer de vous montrer qu'on a un surcreusement dans les parois. Donc là, en fait, c'est la limite. La partie droite, c'est le terrain naturel. Ici, c'est le comblement qui est scellé ici par la tuile. Donc on a vraiment un creusement en sape dans les parois et on pousse le sarcophage à l'intérieur avant de fermer l'espace. Et donc, ces tuiles, elles constituent un coffrage qui protège un squelette dont les ossements sont en position secondaire. Lors de la fouille de ce squelette, de nombreux fragments de calcite ont été découverts et cette calcite n'est habituellement rencontrée qu'à l'intérieur des cuves en plomb. Il semble donc que ce défunt était initialement inhumé dans un sarcophage en plomb. Ce dernier a vraisemblablement été récupéré lors de l'aménagement de la tombe en haut à droite sur la photo, dont ici il reste la dalle du fond. Les ossements sont remis dans la fosse une fois la cuve récupérée et le coffrage en tuiles est bâti avec les tuiles déjà présentes. L'usage de cercueils en plomb est connu pour la fin de l'Antiquité, notamment à Nîmes, où une petite quinzaine a déjà été inventoriée. Si les cercueils en plomb ne sont pas rares, ils sont réservés à une certaine élite. Et ici, c'est le nombre 8 mis au jour et 3 supposés, ainsi que l'aménagement des fosses que je viens de vous expliquer, qui sont exceptionnels. À structure exceptionnelle, conditions de fouille exceptionnelles. En combinaison et gants pour éviter tout contact avec le plomb. Des masques pour se protéger d'éventuels gaz contenus dans le sarcophage et installation d'une tente pour protéger la structure des intempéries. Ces cercueils sont faits d'une ou de plusieurs feuilles de plomb repliées sur elles-mêmes, de sorte à former une cuve rectangulaire et lisse. Le couvercle est confectionné de la même manière et il dispose de 2 cornes, sorte de poignées, peut-être destinées à maintenir des fleurs ou des offrandes, car bien trop fragiles pour permettre de soulever le sarcophage. Les cuves des sarcophages sont étroites et ne mesurent au maximum que 37 cm de large. Peu de terre s'est infiltrée au cours du temps dans ces cercueils et cette absence de sédiments a permis la conservation de fragments de tissus provenant de plusieurs pièces de tissage différents, parfois ornées de broderies et de franges, et pouvant appartenir à un matelas, un coussin ou aux vêtements du défunt. Au nord et à l'est de ces chambres, d'autres tombes s'intercalent. Elles sont caractérisées par des coffrages en bois. Sur la photo à droite, le coffrage en tuiles, lui, il arrive après, il est plus tardif. Donc ce sont vraiment que les 3 qui sont parallèles. À l'est de la même concession, ou dans une autre voisine, on n'est pas sûr, mais qui conserve le même alignement, 3 tombes ont été identifiées. Elles se situent sous une ancienne cave dont la construction a fortement entamé les structures. Celle au sud est mieux conservée. En effet, elle est constituée d'une fosse plus profonde que les autres, dont les parois sont maçonnées. Il est vraisemblable qu'une telle construction ait pu recevoir une élévation dont il ne reste rien et qu'on ne peut donc pas restituer. Elle est orientée nord-sud, son plomb est légèrement trapézoïdal. Il mesure 3 mètres de longueur par 1,60 m de largeur en moyenne. Les parois de la fosse sont maçonnées d'un parement de pierre recouvert d'un enduit lissé de couleur blanche. C'est dans cette construction qu'est déposé le défunt. Il est sur le dos, la tête au nord, les avant-bras fléchis et les mains sur le bassin. Il repose dans un contenant en bois dont il ne reste que les clous d'assemblage et des clous à large tête, sans doute peut-être décoratifs. Au sud de la tombe, un dépôt secondaire, c'est-à-dire les restes du squelette d'un second individu, était contenu dans une boîte. Ce dépôt pose question. Est-ce que la tombe a été réalisée pour lui et son squelette réduit afin de déposer un second individu ? Ou bien a-t-il été enterré dans une sépulture à proximité, puis déplacé afin d'être inhumé avec le second défunt ? La concession suivante se trouve au sud-ouest. Il s'agit d'un enclos bordé de murs. En réalité, c'est une petite portion de mur qui a été découverte côté est. Ailleurs, les tombes plus tardives, puis les aménagements contemporains perturbent très profondément le secteur, effaçant tout le reste de la maçonnerie.
Il est toutefois raisonnable de restituer un enclos de plan quadrangulaire, ici en gris clair. Ah ben, tout à l'heure en gris clair. Oui. En tout cas, cet enclos accueille 2 tombes. On distingue sur cette diapositive, sur cette photo, donc celle située à l'est, celle à l'ouest étant en grande partie enfouie sous la berme du chantier. Leurs élévations, conservées sur quelques centimètres, se rapprochent de tombes à caissons cylindriques, bien connues en Afrique du Nord et particulièrement en Tunisie, comme ici un exemple sur le site de Puput. Le caisson correspond à l'élévation de la tombe. À Nîmes, il est construit sans fondation, directement sur le sol. Et on ignore si une sépulture était placée dans ce caisson. Peut-être, cependant, était-il vide et servait-il seulement à marquer la présence de la sépulture située en dessous. En effet, une fosse creusée dans le sol, sous le caisson exactement, accueille le cercueil en plomb d'un jeune enfant. Ici sur l'image. Enfin, au centre de la fouille, une concession se dessine par son organisation spatiale. 5 tombes sont orientées nord-sud et placées côte à côte. 2 autres sont orientées perpendiculairement, c'est-à-dire d'ouest en est. Cette organisation semble contrainte dans un espace défini, sans qu'aucun mur ou clôture ne soit conservé. Dans cette parcelle ou concession, la morphologie des tombes est très variée. Nous avons observé des coffrages de tuiles, de pierres, des contenants en bois et au nord, une tombe remarquable par ses dimensions et ses aménagements. Il s'agit d'une chambre funéraire constituée d'une grande fosse qui mesure 2,50 m de long, 1,20 m de large et elle est conservée sur 1 m de profondeur. Le fond est aménagé avec de grandes dalles calcaires sur lesquelles est déposé un contenant en bois recevant le défunt. Celui-ci est accompagné de dépôts d'objets, une bouteille en céramique à ses pieds et un jeton en verre. Dans la parcelle à l'est, une autre chambre funéraire a été mise au jour. Il s'agit de la plus grande tombe du site. Elle mesure 3,12 m de long, 1,24 m de large et elle est conservée sur 60 cm de profondeur. Cette chambre funéraire contient le squelette d'une femme. Son corps est déposé dans un contenant en bois cloué. Ce dernier, en pointillé sur la photo, mesure 1,84 m de long, 60 cm de large et 40 cm de hauteur. La défunte repose la tête au nord, les avant-bras en extension le long du corps. Sa main droite est en partie sous le bassin et la main gauche sur sa cuisse gauche. On observe clairement que le contenant en bois occupe une petite partie de la chambre funéraire. Il paraît donc évident que des dépôts ou des aménagements en matériaux périssables devaient être présents dans cet espace qui nous apparaît aujourd'hui vide du fait de la décomposition. Au sud, enfin, est construite une tombe double à l'architecture monumentale. Cette tombe pourrait avoir été élevée au IVe siècle en l'honneur d'un ou de 2 défunts privilégiés. Elle en abritait les dépouilles et servait certainement aussi à la célébration de cérémonies du souvenir. Elle est constituée d'un grand coffre, ici en orange, mesurant 2,70 m de long et 2,40 m de large, séparé en 2 par une cloison de pierre. Le coffre est en partie détruit côté nord, ici à gauche sur la photo, en bleu, par l'installation d'une nouvelle cuve dont nous parlerons un peu plus loin. Initialement, l'aménagement de la tombe est entièrement fait de grandes dalles antiques, des orthostates utilisés ici en remploi. 7 sur les 9 qui devaient constituer le coffre étaient toutefois conservés en place. Les dalles mesuraient en moyenne entre 1,60 m et 2 m de long et entre 70 et 95 cm de large, et elles étaient épaisses d'une vingtaine de centimètres. Elles sont liées entre elles par un mortier rose orangé qui assure l'étanchéité du coffre. Ici, nous pouvons voir sur la diapositive en haut à gauche la restitution de l'emprise de la tombe monumentale et en bas, conservées en place, les 2 dalles du fond de la structure. Une seule sépulture a été conservée. Il s'agit d'un homme âgé, déposé sur le dos et la tête à l'ouest. Comme le disait tout à l'heure Julie, à structure exceptionnelle, conditions de fouille exceptionnelles, le poids de chaque dalle, estimé à 1 tonne, a nécessité un levage particulier, ici présenté sur cette photo, utilisant un petit échafaudage.
C'est vraisemblablement autour de ce monument funéraire qu'est édifiée l'église au début du Ve siècle. Seule une partie des fondations de son abside a été mise au jour. Cette abside devait être semi-circulaire, flanquée au nord d'un contrefort. Le plan complet de l'édifice est inconnu, en effet, il se prolonge à l'ouest et au sud, hors de l'emprise du chantier. En longueur, l'église a donc été reconnue sur seulement 10,65 m hors œuvre et en largeur 7,60 m, ce qui représente un espace intérieur observé de 38 m². Les fondations de cette abside, dont les murs sont larges de plus de 2 mètres, sont construites avec de grandes pierres, provenant, une fois encore, de monuments antiques voisins, sans doute des mausolées, alors abandonnés. La présence d'un mur au chevet de l'église, ici en orange, indique qu'un bâtiment, dont on ignore la fonction, devait se développer vers le sud. Le fait que cette église soit riveraine de la rue Sainte-Perpétue conduit à l'identifier comme l'Ecclesia Sancta Perpetua, mentionnée en 905 dans le cartulaire, soit un demi-millénaire plus tard. Mais s'agit-il vraiment de la même église ? La question reste aujourd'hui posée. En tout cas, cet édifice s'inscrit dans le paysage périurbain de la ville de l'Antiquité tardive, à l'instar de la tombe du martyr bien connu à Nîmes, Saint Baudile, qui est située de façon encore assez imprécise au nord-est de l'enceinte. À l'intérieur de l'église, autour de cette tombe privilégiée, prennent place peu à peu plusieurs tombes. Des tombes d'adultes et d'enfants, ici en cours de fouille. Cette tombe, sur cette photo, cette tombe d'enfant en particulier, est constituée d'un coffrage en terre cuite. Au pied du jeune inhumé a été placée une bouteille en céramique. 6 de ces petites bouteilles ont été mises au jour sur l'ensemble de la fouille dans différentes tombes. Elles sont généralement datées entre le IVe et le VIe siècle. Ce sont des objets importés d'Afrique du Nord, destinés à contenir des huiles parfumées, mais peut-être aussi du vin ou de l'eau. En tout cas, elles participent pleinement au rituel funéraire. Elles offrent ici une série importante à l'échelle de la région, pour laquelle les premières observations mettent en évidence des morphologies et des volumes différents. Un peu plus tard, sans que l'on puisse exactement aujourd'hui préciser à quel moment, il nous faudra attendre les résultats des analyses radiocarbone, ce sont des sarcophages de pierre, ici en jaune, qui prennent place dans l'abside, se superposant aux tombes précédentes. Ces sarcophages en pierre sont tous identiques. Un coussin pour la tête du défunt est matérialisé dans la pierre. Ces sarcophages ont à l'époque moderne malheureusement systématiquement été pillés, alors qu'au même moment, les matériaux présents sur le site sont largement récupérés. C'est d'ailleurs dans les comblements des fosses de récupération qu'ont été trouvés les seuls éléments très fragmentés des couvercles de ces sarcophages. On peut ainsi restituer plusieurs de ces couvercles dont la forme est en bâtière, ornés d'acrotères non décorés, comme ici à droite sur le site des Aliscans, le même type de couvercle. Contemporaines de ces sarcophages en pierre, d'autres tombes, destinées à des enfants, ont également été aménagées dans des coffres de tuiles ou en amphore, au plus près de la tombe privilégiée. Sur la diapositive, les restes d'un très jeune enfant déposé dans une amphore africaine produite entre le IIIe et le VIe siècle. L'épaulement de l'amphore est cassé précautionneusement par petits coups. Une fois ouverte, le très jeune défunt est déposé à l'intérieur. L'amphore est ensuite refermée. Pour cela, le haut de l'amphore est repositionné et le col bouché par un fragment de brique taillé à cet effet. À l'extérieur de l'église, on observe la mise en place de bâtiments contre le chevet et le développement du cimetière au nord. Ce cimetière apparaît relativement bien organisé en rangées. Ici, quelques exemples de ces tombes, des tombes individuelles et des tombes collectives, des tombes d'adultes et des tombes d'enfants. Encore une fois, différents matériaux ont été utilisés pour aménager l'architecture de ces tombes, comme la terre cuite, le bois ou la pierre.
le remploi de nombreux éléments antiques apparaît fréquent. On retrouve ainsi, comme ici sur la photo, dans la construction de ces tombes, j'énumère, des stèles, des inscriptions, des orthostates et des dalles, des marches, des caissons de plafond, des tuiles en terre cuite, des tuiles en pierre, des éléments de colonnes, des moulures, des plaquages de marbre. Tous provenant encore une fois du démantèlement de mausolées situés à proximité. Enfin, les derniers aménagements dans et autour de l'église, un peu avant l'an 1000, sont notamment le dépôt d'une cuve sur la tombe privilégiée, la détruisant dans sa partie nord. Elle est ici en orange sur la coupe. Cette tombe est en réalité une fontaine, remployée en sarcophage, comme en témoigne une encoche servant de trop-plein au sommet d'un de ses petits côtés. En témoignent aussi d'importantes traces de calcaire et plusieurs trous servant à l'évacuation de l'eau. Un de ces trous a d'ailleurs conservé un morceau de tuyau en plomb. Afin de transformer ce bassin en sarcophage, les trous ont été bouchés par du mortier hydraulique et un coussin funéraire fait de mortier de chaux a été installé. Cette tombe a permis l'inhumation de plusieurs individus. D'abord un enfant et un adulte, peut-être en même temps, puis plus tard, nécessitant sa réouverture, un autre adulte. À l'est, au chevet de l'église, les bâtiments semblent à cette période épierrés. Les récupérations sur le plan en marron sont sur le plan en marron. Seul le bâtiment se développant au sud perdure. Le secteur accueille à ce moment-là, c'est-à-dire au cours du Haut Moyen-Âge, quelques nouvelles tombes. L'architecture de l'une d'elles est constituée de plusieurs emplois, dont 2 piliers de chancel. Ces piliers étaient destinés à recevoir des plaques et à former ainsi une clôture basse, sans doute disposée à l'intérieur de l'église, entre le chœur et la nef, quelques décennies plus tôt. Ou alors, autour d'une structure particulière, comme ici, autour de la Memoria de Malaval à Marseille. À peu près à la même époque, au nord de la fouille, un dernier groupe de tombes se distingue. Il s'agit de tombes anthropomorphes, directement creusées dans le substrat et alignées suivant un axe ouest-est. Après cela, on n'observe plus de nouvel aménagement, ni dans le plan de l'église, ni dans le cimetière. Le site paraît abandonné et faire l'objet de récupération de matériaux dès la fin du Moyen-Âge, autour du XIVe siècle, et tout au long de l'époque moderne. Depuis 1 an et la fin de notre intervention sur le terrain, notre mission se poursuit. Actuellement, les données recueillies sont analysées avec soin par divers spécialistes. L'étude anthropologique des 169 défunts permet dès à présent, par exemple, de savoir que parmi les défunts, on compte 121 adultes et 48 enfants, que c'est donc une population communautaire plutôt privilégiée car elle ne porte pas ou peu de signes de pathologie infectieuse ou traumatique. Des analyses C14 devraient permettre de préciser la période à laquelle cette population a vécu. D'autres analyses portant sur l'ADN seront également engagées afin de connaître l'origine de cette communauté. S'agit-il de familles venues d'Orient ou d'Afrique du Nord au début de la christianisation ? Des analyses sur les mobiliers découverts sont également envisagées, parmi lesquelles des analyses de chimie organique pour connaître les dépôts, sans doute de parfums, présents dans les vases, et quelle pouvait être la constitution de ces parfums. Sur le verre, les saphirs et les grenats, pour en connaître la provenance et discuter des voies commerciales. Les saphirs et les grenats pouvant venir des mines du Sri Lanka. Sur les fragments de tissus, pour préciser les types de tissage, ces tissus portent-ils des broderies, des franges, de la couleur ? S'agit-il de coussins, de matelas ou du vêtement du défunt ? Cette approche pluridisciplinaire pourra permettre une interprétation globale des vestiges. Elle précisera d'une part la chronologie de leur mise en place et permettra d'autre part de mieux connaître la communauté inhumée, ses origines, ses habitudes, ses gestes funéraires et le moment de sa conversion au culte chrétien. En effet,
L'intérêt tout à fait exceptionnel des découvertes faites sur cette fouille tient dans l'observation de la transition entre les habitudes païennes et le développement anime du culte chrétien au début du Ve siècle. Nous vous remercions. Merci beaucoup pour cet exposé à la fois très précis et très clair. Par contre, j'ai une question toute simple à vous poser. Le ressenti, qu'est-ce qu'on ressent quand on est archéologue et qu'on creuse et que tout à coup on tombe sur un site aussi exceptionnel? Alors là, on est très content. D'abord parce qu'on le fait en équipe, ensuite sur un terrain très accueillant et que chaque journée est différente. Donc moi, je bouille beaucoup de plaisir sur le terrain et aujourd'hui encore, parce que la fouille prend forme maintenant dans les études. On le voit en 3 dimensions beaucoup plus. Donc, et vous aviez suffisamment de temps. Vous n'étiez pas sous pression à cause des délais. On n'a jamais assez de temps, mais on est content de ce que l'on a. Moi, j'ai 2 questions. La première, vous avez montré des traces au 1er siècle, des traces de vignes, si je me souviens bien. Merci. Alors, ma question, j'ai pas bien situé la fouille. Est-ce qu'elle était en dehors du rempart romain? Oui, on se trouve en dehors du rempart romain puisqu'il passe au niveau de l'amphithéâtre et on se trouve à peu près à 1 kilomètre. D'accord. Et ma deuxième question, vous avez parlé de bois qu'on reconnaît avec les clous, mais est-ce que vous avez retrouvé des fragments et est-il possible de savoir de quel bois étaient faits ces cercueils? Alors non, on a aucun fragment de bois n'a été conservé en fait sur la totalité de la fouille. Donc en fait, on ne peut absolument rien. On peut travailler grâce à la position des clous. On peut travailler un peu plus tard. Pour le moment, on n'y est pas encore, mais au système d'assemblage. Mais en revanche, on ne pourra pas dire de quelle essence ce sont les bois utilisés. Bonsoir, messieurs, dames, et merci pour l'exposé. Dans le même quartier, il y a eu des fouilles à l'angle de la route de Beaucaire et de la rue de la Samaritaine. C'est un chantier maintenant où il y a des herbes qui font 2 mètres de haut. Est-ce que vous êtes au courant? Qu'est-ce qui se passe dans ce quartier? Moi, je connais deux chantiers de fouilles qui ont été menés le long de la route de Beaucaire l'année dernière. Un par l'INRAP et l'autre par notre opérateur. Puis je ne l'ai pas précisé tout à l'heure parce que c'était un petit peu long, mais une spécificité de cette loi, c'est que bizarrement, dans le cadre des fouilles qui font suite au diagnostic, les projets de fouilles mettent en concurrence des opérateurs qui sont tous agréés, mais qui sont susceptibles de pouvoir réaliser cette opération et qui sont retenus sur la base de critères très précis par le maître d'ouvrage. Donc l'INRAP réalise beaucoup de fouilles, mais ne les réalise pas toutes. Alors le chantier dont vous parlez, j'avoue que je ne vois pas s'il s'agit de celui de l'INRAP ou de l'autre. Rue de la Samaritaine, je ne me rappelle plus le... Alors du coup, je ne sais pas bien vous en parler parce qu'on n'a pas mené nous-mêmes l'intervention. On avait fait le diagnostic, par contre, qui a motivé la fouille qui a suivi. Mais je ne sais pas vous répondre. Le maître d'ouvrage a vraisemblablement temporisé dans l'organisation de son chantier. Alors sur celui que nous avons réalisé, on était également là dans un cadre funéraire, enfin un contexte funéraire, puisqu'on connaît bien ce secteur de la ville de Nîmes depuis la Porte Auguste jusqu'au périphérique, puisqu'en fait on sait très bien que la route de Beaucaire, la rue de Beaucaire d'abord, puis la route de Beaucaire ensuite, correspond assez précisément au tracé de la Via Domitia. Et donc tout au long de son parcours, de part et d'autre de la Via Domitia, on a le développement progressif des zones funéraires pour les périodes romaines.
Et ça va assez loin puisqu'on a des découvertes à caractère funéraire jusqu'au niveau du périphérique. Voilà. Et donc systématiquement, chaque fois qu'il y a un projet d'aménagement dans ce quartier, on est amené à engager des fouilles. Voilà. Mais, nous habitions à un moment rue Guillemette, en face de l'endroit où se trouvait l'église. Et il y a eu des travaux dans le jardin à un moment, et il y avait des sarcophages. Eh bien, on est heureux de l'apprendre. Ben oui, s'il y avait eu des fouilles, on le saurait. Non, mais après, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez compris que tout ça a été progressif. Il y a 30 ans, ce quartier ne faisait jamais l'objet d'observations à caractère archéologique. Tous les aménagements se faisaient sans nous. Et progressivement, et en particulier depuis l'arrivée de la nouvelle loi, tout ça c'est beaucoup mieux structuré et aujourd'hui on va dire que c'est devenu quasiment systématique. Mais ça ne fait pas si longtemps que c'est devenu systématique. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont faits à Nîmes comme partout ailleurs. Et il y a encore des territoires qui sont peu concernés par l'archéologie, puisque en fait ce n'est pas nous qui décidons, ce sont les services de l'État. Et donc tout dépend de leur capacité à suivre tout ça et de décider véritablement s'il y a nécessité ou pas d'intervenir sur un projet ou sur un autre. En fait, c'est simplement une remarque. Il y a quelques années de cela, j'ai eu la chance de côtoyer aux archives départementales un monsieur qui s'appelait monsieur Mézy et qui est originaire d'Aigues-Mortes, qui est décédé depuis, et qui avait localisé l'église à l'époque. Et il a fait un très gros travail de recherche au niveau d'archives. Et je voulais savoir si par hasard vous avez eu contact avec, par exemple, la mairie d'Aigues-Mortes pour avoir récupéré tous ces documents et toute cette étude qu'il a fait. Parce qu'il avait vraiment arrivé, quand j'ai su où c'était, j'y suis passée tout à fait par hasard en allant donner mes cours. Et quand j'ai découvert cette église, j'ai de suite pensé à lui parce que lui, il l'avait localisé effectivement. Voilà. Donc je vous le signale. Voilà, il faudrait voir ce que sont devenues toutes ces recherches qu'il a fait parce qu'il a fait pendant des années et il a, à mon avis, un très gros fond, mais je ne sais pas du tout à quel niveau et comment ça s'est terminé après son décès. Voilà. Non, alors c'est des documents qu'on ne connaît pas. Je ne connaissais pas ce chercheur. Par contre, la localisation de l'église entre le plan du XVIIIe siècle et des recherches aussi qui avaient été faites dans le cadre de la thèse de Martial Monteil, de la carte archéologique de la Gaule, était quand même assez bien. Enfin, sa position était quand même assez connue par plusieurs chercheurs depuis quelques années. Mais par contre, les fouilles ont permis de bien la confirmer et d'en connaître une partie du plan. Pendant la présentation, vous nous avez annoncé que la plupart des corps retrouvés dans les tombes se trouvaient avec la tête orientée vers l'ouest. Or, pendant la description, pendant la projection, les tombes où la tête était orientée à l'ouest, je crois que vous l'avez cité une fois. Les autres fois, c'était au nord, ou c'était à l'est, ou c'était au sud. Mais donc, je dirais que là... Bon, et ma deuxième question, c'était quelle importance y a-t-il en ce qui concerne cette orientation? Je veux dire, par là, à l'ouest, d'accord, ça signifie quoi? Ça a quelle importance pour vous? Merci. Alors, donc pour repréciser donc, ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a un seul individu qui est effectivement orienté la tête à l'est. Après, la grande majorité, c'est la tête à l'ouest. Et les premières tombes, donc celles dans les sarcophages en plomb, sont orientées la tête au nord, sont déposées tête au nord. Voilà. Et il n'y en a pas dans tous les sens non plus. Hein. Enfin, au sud, il n'y en a pas, par exemple. Hein. Oui, non mais. Non. Et donc pour les tombes, pour le cimetière plutôt au nord, où effectivement les corps sont surtout déposés la tête à l'ouest, ça fait un peu partie. Déjà, ce sont c'est comment dire? C'est parallèle déjà à l'église, donc c'est une implantation dans le paysage par rapport au bâtiment. Et simplement parce que, ce sont des règles aussi, fait partie des gestes funéraires pour ces périodes-là. Donc tête à l'ouest, ça veut dire qu'on est face à l'est en fait. Donc vers Jérusalem. Une fois votre chantier terminé,
Comment se fait la remise en état? Dans quel état est actuellement le terrain? Comment vous conservez tous les objets que vous nous avez montrés? Comment se fait cette conservation? Avant de répondre, je vais répondre à la question du plan, si vous me permettez. Donc, les sarcophages en plomb, c'est pas fréquent, mais c'est courant quand même. Cependant, voilà, c'est des types de cercueils que l'on retrouve, qui est bien connu au IIIe siècle, mais sur Nîmes, un collègue avait eu l'occasion d'en faire l'inventaire et en dénombrer moins de 15. Or là, il y en a 8 d'avérés et je crois 3 de supposés. Donc c'est quand même un chiffre, une série très importante et c'est ce qui rend l'ensemble exceptionnel. Pour ce qui est du terrain, l'état du terrain... Je peux répondre dessus. Oui, voilà. Alors, les conditions de réalisation de la fouille font l'objet de discussions au préalable, avant la fouille, avec le porteur de projet. Hein. Donc, évidemment, on explique bien au porteur de projet, au maître d'ouvrage, que la réalisation de la fouille va, comme je l'ai précisé rapidement tout à l'heure, énormément chambouler son terrain. C'est absolument évident. Par ailleurs, la réalisation de la fouille contribue à sauver le site. Donc, nous prélevons tout ce qui est bon à prélever pour l'étude, pour l'enregistrement des données et pour pouvoir, à l'issue de l'intervention, les exploiter pour vous présenter ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Donc en fait, quand on a terminé, on rend un terrain qui est déjà, on va dire, vidé de ses vestiges, du moins ceux qui présentent un intérêt. Et en fonction des discussions préalables qu'on a eues avec l'aménageur, on peut être amené à le reboucher, on peut être amené à le laisser tel qu'il est. Mais bon, ce n'est pas une surprise pour l'aménageur que de découvrir l'état du terrain quand on le lui rend, quoi. Quelque part, tout ça s'est fait de façon concertée. Donc il n'y a pas de problème particulier. Par contre, il y a évidemment, on va dire, un surcoût, puisque bon, forcément, la personne ou les personnes qui étaient concernées par cette opération, au lieu d'avoir un terrain propre, non déstabilisé, comme ça aurait dû être le cas si on n'était pas intervenu, on leur a rendu un terrain vidé de ce site, avec des trous, vous avez vu en fait en quoi ça consiste. Mais tout ça, ça a été discuté avec eux, et ils en ont tenu compte, et on a discuté avec l'architecte en particulier de cette opération pour analyser avec lui les meilleurs moyens en fait pour lui de pouvoir aménager son terrain et engager ses travaux. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a plus rien de visible sur le site? Non. Alors évidemment, le prix à payer, entre guillemets, pour l'archéologie préventive, c'est que on fait la fouille, mais quand on a terminé la fouille, on rend le terrain. Et le projet doit se réaliser, parce que sinon, on ne s'en sortirait plus. Si l'aménageur, en plus, est mis à contribution pour participer financièrement à la fouille, on ne va pas, en plus, à l'issue de la fouille, lui dire « vous ne pouvez plus aménager votre terrain ». Donc, si vous voulez, c'est l'esprit de la loi, quoi. Du coup, quand on a terminé l'intervention, alors la loi dit bien qu'il y a des cas très particuliers, c'est ce qu'on appelle le cas de découverte exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il arrive, c'est très rare, mais il arrive malgré tout, qu'un site qui fait l'objet d'une fouille, qui fait l'objet d'un financement, important ou pas, mais parfois très important, malgré tout livre des vestiges qui présentent un caractère vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que soit exceptionnel parce qu'on ne peut pas les déplacer, ou parce qu'ils méritent une conservation in situ. C'est-à-dire vraiment, il faut trouver toutes les solutions pour pouvoir préserver le site et le respecter dans son intégralité. Alors ça arrive, hein, mais à ce moment-là, l'aménageur se trouve bloqué. Et ça fait l'objet de discussions avec les services du ministère de la Culture pour après mettre en place des dédommagements, évidemment, de façon à ce que le porteur de projet, le maître d'ouvrage, ne soit pas pénalisé, on va dire, de façon absolument insupportable, quoi. Voilà. Ce n'est pas ce qui était prévu à Villaroma? Alors, non, mais c'est intéressant le cas de Villaroma parce que c'est le seul... Enfin, à ma connaissance, le seul cas de découverte exceptionnelle à Nîmes qui a fait l'objet de toutes les solutions possibles. Si vous voulez, je vous fais court, c'est parce que c'est très intéressant. En fait, le site de Villaroma, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est le terrain qui se trouve à l'arrière du temple de Diane,
sur les pentes de la colline, et qui est occupée aujourd'hui par une résidence qui s'appelle la résidence Villa-Romain, et au rez-de-chaussée de laquelle il y a une brasserie. Bon. À l'origine, il y avait des entrepôts, c'était les réserves-cœurs à l'époque. Et donc, quand la mairie a lancé cette opération au début des années 90, on a fait la fouille, on a trouvé un site remarquable, avec des vestiges tout à fait par endroits exceptionnels, pas partout, mais par endroits exceptionnels. Et donc, comme la ville avait prévu de vendre le terrain à un promoteur, évidemment, déjà en cours de fouille, et puis à l'issue de la fouille, il y a eu des discussions qui ont été engagées, parce que certains vestiges méritaient une conservation totale et définitive. Et donc il y a eu les 3 cas de figure possibles qui ont été engagés. D'une part, toute la partie qui pouvait être, entre guillemets, livrée au promoteur a fait l'objet de la fouille et a été rendue au promoteur. Et donc il a construit sa résidence. Dans sa résidence, il se trouve qu'il y avait une petite partie qui était concernée par des vestiges tout à fait exceptionnels, qui étaient ce qu'on appelle les vestiges liés au portique hellénistique, de tradition hellénistique, qui participent des aménagements de la fontaine. Et ça, ces vestiges ont été protégés, c'est-à-dire que le promoteur a été obligé de les conserver dans le terrain. Il les a rebouchés, sous contrôle des services de l'État, mais ils sont toujours présents, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été détruits. Ils sont là. Alors peut-être qu'un jour ils seront mis en valeur, mais aujourd'hui ils sont protégés, ils sont là. Donc là il y a eu la conservation de ces vestiges. Et dans la partie arrière du terrain, là où le site présentait également un caractère majeur, à ce moment-là il y a eu des discussions entre la mairie, le promoteur et les services de l'État pour que cette partie du terrain soit gelée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est toujours un terrain vierge. Le site a été remblayé. Et si un jour la collectivité voulait valoriser ce terrain, c'est possible, puisque les vestiges sont encore conservés et sont protégés par les remblais qui ont été rapportés. Voilà, donc là vous avez les 3 cas de figure possibles. Fouille, destruction de ce qui restait pour la construction, intégration dans la construction de vestiges qui sont protégés, et le 3e cas de figure, à savoir le plus extrême, on va dire, où là, la totalité des terrains est gelée, pas de construction possible et possibilité de valoriser ces vestiges le jour où quelqu'un le décidera. Voilà. Donc voilà pour la réponse à Villa-Romain. Oui, merci, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots des tombes musulmanes du Jaurès ? Alors, oui et non. Alors non, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de ce sujet. J'ai lu l'article, comme peut-être certains d'entre vous, quand il a été... Pardon ? Si, c'est l'INRAP, mais bon, vous savez, on a beaucoup de collaborateurs à l'INRAP, il y a beaucoup de spécialistes qui travaillent sur certains thèmes particuliers. Pour ma part, ce n'est pas du tout mon domaine de prédilection. Donc voilà, je ne voudrais pas dire de bêtises, on va dire. Ce que je peux vous dire simplement sur ces tombes, c'est que, comme vous l'avez lu, j'imagine, il y a eu quelques articles dans la presse. Je ne sais pas si vous avez lu l'article qui a été publié dans la revue américaine. Bon. Parce qu'en fait, il faudrait lire vraiment l'article d'origine, la publication, où là, vous avez tous les détails. Et en fait, il s'agit de, si je ne me trompe pas, 4 ou 5 ou 6, je crois, sépultures, donc qui ont été interprétées comme des inhumations de personnes de religion musulmane. Et il y a tout un faisceau d'indices qui ont amené les chercheurs qui ont étudié et publié cet article à faire cette proposition, qui sont liées à la chronologie d'une part, puisque on est au début du 8e siècle, donc un moment où donc on est en pleine période d'invasion et où on a un conflit, une présence de musulmans, en particulier à Nîmes, ça on le sait par les textes, et dans cette région. Alors on n'en avait pas de traces matérielles, c'est la première fois qu'on en a, et c'est pour ça que l'article a fait un certain effet. Voilà, donc la datation d'une part, et puis le rite funéraire de l'autre, puisque les corps avaient été enterrés sur le côté. Ça c'est la fouille qui a permis de le dire. Donc enterrés sur le côté, et avec une position, vous me dites si vous êtes mieux informé que moi, une position des bras, je crois, qui était à mettre en relation avec le rite
musulmans. Et par ailleurs, je crois qu'il y avait également un aménagement au niveau de la tête, avec un genre d'encoche qui avait été aménagé dans le terrain, pour pouvoir avoir une cavité, si vous voulez, qui corresponde au rite également musulman. Donc ces indices ont amené les chercheurs concernés à faire cette hypothèse-là. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Oui. Oui. C'est les seuls, à ma connaissance, enfin, du moins qui sont connus. Voilà, c'est les seuls qui sont connus et qui sont identifiés et proposés comme participants de ce rite et de cette religion pour la région qui nous intéresse. Oui, il n'y en a pas d'autres. Donc c'est d'où cette découverte qui a été considérée quand même, une fois cette proposition faite, comme une découverte malgré tout assez exceptionnelle, quoi. Voilà. J'ai une question sur le quartier de la Tourmagne. Je suis entrepreneur du paysage et quand j'ai refait le jardin chez une cliente qui est à peu près à 500 mètres de la Tourmagne, partout où j'ai voulu planter des arbres dans le jardin, à partir de 30 cm de profondeur, j'ai rencontré une couche de coquilles, des huîtres, des coquilles Saint-Jacques, mélangées avec des os d'animaux, des dents, etc. Donc c'était pour savoir si vous aviez eu déjà le cas et quelle en serait la signification. Alors, oui, on a eu déjà le cas. Alors, en particulier proche de l'enceinte romaine, puisque ce que vous avez rencontré, c'est vraisemblablement à mettre en relation avec ce qu'on appelle, nous, des espaces et des zones de dépotoir. C'est-à-dire que les Romains consommaient beaucoup de coquillages, et l'huître en particulier, on a parfois retrouvé comme ça des amoncellements très importants de coquillages qui sont probablement à mettre en relation avec ça. Donc le secteur dont vous parlez participe peut-être d'un espace qui a fait l'objet d'une zone de dépotoir. Après, d'autres collègues qui sont dans la salle, que je connais bien, auraient peut-être d'autres propositions à faire ou hypothèses à formuler là-dessus. Enfin, moi, c'est ce que je peux vous en dire aujourd'hui, quoi. Sur le plan initial que vous avez présenté, vous situiez la rue Sainte-Perpétue, enfin la voie romaine, entre deux branches de la Via Domitia. Donc la principale, c'est la rue de Beaucaire, et la deuxième branche, je suppose que c'est la route d'Arles. Non. C'est la première branche à l'est de la ville, c'est la route de Beaucaire. Et la deuxième branche à l'ouest de la ville, c'est pas la route d'Arles, c'est en fait un cheminement qui est un cheminement mineur aujourd'hui, on va dire, dans l'organisation de la ville, qui prend naissance sur l'avenue du Cadorau, l'avenue Georges Pompidou, au croisement avec le périphérique. Hein, vous situez ce carrefour là. À cet emplacement, il y a une résidence là où on a fait des fouilles dans les années 90 et où on a pu retrouver les fondations d'une porte absolument identique à la porte Auguste et qui était la porte qui marquait la sortie de la ville ou l'entrée à cet emplacement sur le parcours de l'enceinte romaine. Et donc la Via Domitia arrivait à Nîmes par un cheminement qui démarrait au niveau de la route de Montpellier et qui remontait vers cet endroit-là en particulier. Alors par des rues dont j'ai plus le nom en tête, Valérie Bell, ma collègue spécialiste de la question, est dans la salle, elle pourrait peut-être m'aider. La rue Espérandieu. La rue Espérandieu, il y en a d'autres, je crois, mais la rue Espérandieu en est une. Et donc, en prenant ce cheminement, en fait, on peut restituer aujourd'hui ce qui est à mettre en relation avec la Via Domitia pour sa sortie de ville en direction de l'Espagne. Voilà. Oui. Monsieur, oui. Alors, revenez oui, sur votre question. Je précise qu'il y a des cas où on ne recouvre rien du tout. On peut voir en permanence ce qui a été découvert avec des structures au-dessus, comme par exemple du côté derrière le Crédit Agricole, jardin qui sera derrière le musée de la Romanité. Et puis un exemple fameux qui est à la Bourse à Marseille, où tout l'ancien port grec, puis romain, a été laissé en l'état et recouvert de structures. Ça, il faut que ça soit, je pense, assez exceptionnel, et puis que
l'aménageur se prête à ce genre de... Tout à fait. Alors, vous avez raison de souligner ce point. Je ne l'ai pas cité parce que c'était assez évident dans le sens où, évidemment, il y a des cas où, et c'est en principe quand c'est la collectivité, une mairie, un conseil départemental, qui est concerné par ces problématiques-là, qui décide de mettre l'argent nécessaire à la bonne insertion dans son projet des vestiges qui ont pu être dégagés et puis surtout de leur valorisation. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de garder, il faut aussi entretenir, il faut que ce soit suffisamment lisible pour le public. Combien de fois, moi c'est mon point de vue, même si je n'ai pas à vous le donner, mais combien de fois on voit des sites qui sont conservés, qui sont gardés, mais qui ne présentent pas beaucoup d'intérêt parce que finalement ils ne sont pas bien mis en valeur et on ne comprend rien, quoi. Donc bon, il ne s'agit pas de garder pour garder, il s'agit de garder ceux qui le méritent et de bien le valoriser pour que la collectivité dans son ensemble puisse en bénéficier. Voilà. Donc la démarche, je crois, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est principalement ça. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous parler des fouilles qui ont été faites dans la rue de Saint-Gilles face à la Porte de France? Alors oui, mais je vais laisser la parole à Julie puisque ma collègue a beaucoup participé à cette intervention, donc elle peut vous en parler beaucoup mieux que moi. Oui, c'était en fin 2014. On a fouillé, c'est une toute petite parcelle, hein, il y avait 150 mètres carrés, et on est également sur un secteur funéraire. La première tombe, c'est un dépôt gaulois, donc on est au 3e avant notre ère. On a aussi 2 tombes du Haut-Empire. Et en revanche, le gros de la nécropole, ce sont des tombes tardo-antiques et au Moyen-Âge, entre le 5e et le 7e siècle de notre ère. Et il y a 25 sépultures. Pour le moment, c'est un peu comme pour le chantier qu'on est là. Le rapport n'est pas encore fini, on est encore en cours d'étude, puisqu'on a tous après eu d'autres opérations qui ont démarré. Et donc voilà, donc on est ce site en fait, il est en bord également de la voie antique qui passe sous la rue de Saint-Gilles, qui a le même tracé. Et sur le site, on a également mis au jour une deuxième voie, une voie secondaire qui vient se greffer en fait à la rue de Saint-Gilles. Voilà. Mais cette voie secondaire disparaît puisque les tombes tardo-antiques au Moyen-Âge sont installées sur cette voie qui disparaît. Oui, alors j'imagine quand on est archéologue et qu'on tombe sur une parcelle où on voit qu'il y a une partie de nécropole, on sait par construction où se trouve le reste à peu près. On a une idée de l'endroit où se trouve la suite de la nécropole, j'imagine. Et donc, est-ce qu'on n'est pas un peu excité à l'idée de se dire qu'un jour, peut-être, les maisons qui sont là viendront à être démolies pour être reconstruites et où on pourra étudier la suite? Mais n'hésitez pas à faire des travaux, il n'y a aucun problème. Hein, Et j'ai une deuxième une question, puisque finalement beaucoup de personnes vous ont interrogé sur d'autres chantiers du département, de Nîmes et ça. Est-ce que vous avez, parce que je crois que c'est l'INRAP qui s'est occupé des fouilles de l'ancienne gendarmerie à Uzès, est-ce que vous pouvez en dire un mot ou pas? Oui, vas-y Marc. Je peux en dire un mot. Alors les fouilles sont en cours, elles ont démarré au mois d'octobre et elles doivent se poursuivre jusqu'à l'été. Et donc c'est un chantier de très grande envergure puisque par la qualité des vestiges rencontrés et la surface concernée, on est sur une fouille qui s'apparente et qui ressemble beaucoup aux fouilles qu'on a menées sur l'avenue Jean Jaurès à Nîmes par exemple. Donc c'est un site qui est vraiment très très important. Par ailleurs pour Uzès il est très important parce que c'est la première fois qu'on a la possibilité d'engager une fouille de cette ampleur, une fouille tout court d'ailleurs, à Uzès même. Et donc on a là pour la première fois l'occasion de documenter en fait l'histoire de la ville depuis ses origines. Et comme on ne savait pas grand-chose ou peu de choses sur l'occupation gallo-romaine à Uzès, il se trouve que là on a eu la surprise dès les sondages
le diagnostic donc, d'être confronté et d'être en présence de vestiges qu'il fallait mettre en liaison avec l'occupation de l'agglomération gallo-romaine qui s'était développée à Uzès jusque dans ce secteur-là de l'ancienne gendarmerie. Donc actuellement on fouille 4000 m² de terrain, donc c'est beaucoup, hein, fouille urbaine, avec des vestiges donc, qui sont, pour l'instant je reste prudent, mais bon, qui sont tous à mettre en liaison visiblement avec plusieurs quartiers de la ville antique. On a une trame urbaine qui commence à se dessiner avec des rues, avec des îlots d'habitation, des constructions peut-être à caractère public, mais ça c'est encore à confirmer. Enfin voilà, donc une occupation qui est particulièrement importante pour l'histoire d'Uzès. Et par-dessus cette occupation gallo-romaine, on a également des vestiges un peu plus tardifs, donc certaines pour la période du 4e au 7e siècle, donc fin de l'Antiquité, début du Moyen-Âge, où là également on a des contextes tout à fait intéressants à étudier par rapport aux sources d'archives qu'on peut avoir sur l'histoire médiévale d'Uzès. Et enfin, on a également d'autres constructions, puisque tout ça c'est très stratifié, qu'il faudra mettre en liaison avec des périodes encore plus récentes, peut-être à la fin du Moyen-Âge et puis également à la période moderne. Marie, ma collègue, travaille également à Uzès en ce moment, donc elle est en particulier confrontée à ces vestiges pour ces périodes récentes, donc elle pourrait vous en dire deux mots. Sur la période tardo-antique, donc à partir du IVe siècle, l'habitat se poursuit autour de... Il y a des grandes voies et se superpose aux vestiges antiques. Et pour les périodes plus récentes, il y a peu d'occupation par contre pour le Haut Moyen-Âge et le début et le Moyen-Âge central. Et ensuite, il y a un certain nombre d'aménagements protestants, et notamment, comme à Nîmes, les fortifications de Rouen. Donc on retrouve ces grands creusements et ces bastions, comme on a pu les voir sur les fouilles des Carmes, par exemple, à Nîmes. Voilà. Sinon, juste, vous avez l'air de connaître le dossier, pour préciser les choses quand même jusqu'au bout. Il y a eu quelques articles dans la presse locale autour d'Uzès, qui faisaient état d'un blocage de la part des archéologues qui interdisaient la visite du chantier. En fait, simplement, moi je tiens à préciser que ce n'est pas du tout le cas, puisque notre mission, c'est également d'assurer la valorisation, l'accueil des publics et de montrer tout ce que nous faisons. Simplement dire que en fait, ce n'était pas le bon moment. Et d'autre part, c'est que nous ne décidons pas nous-mêmes, c'est-à-dire c'est le maître d'ouvrage qui décide le moment où il ouvre les portes de son chantier pour permettre l'accueil du public. Donc tout ça, effectivement, a pris un petit peu de temps. Puis la fouille est assez importante, assez grande. Donc il y avait une question de timing qu'il fallait avoir à l'esprit. Et donc c'est uniquement depuis la semaine dernière que le site est ouvert. On va organiser une conférence de presse à la fin du mois de mars, parce qu'on a fait des découvertes de mosaïques tout à fait intéressantes et remarquables. Et on va organiser également des journées portes ouvertes sur le site. Normalement, c'est à confirmer, mais le 1er et le 2 avril. Donc pour ceux qui souhaiteraient venir visiter la fouille, ça va être possible. Voilà. Mais enfin, on va communiquer là-dessus. Vous aurez l'information très rapidement sur ce sujet, quoi. Je vous remercie tous vivement. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et comme vous l'avez vu, toutes les conférences sont enregistrées et filmées, et vous pouvez ensuite les retrouver soit sur le site internet du CAUE du Gard, soit sur le blog du CAUE du Gard, soit sur YouTube, sur Vimeo. Enfin, nous essayons de les diffuser le plus largement possible. Donc la prochaine date, c'est le 26 avril, et c'est Raphaël Matevet, qui est écologue et géographe, qui viendra aborder les questions de la transition écologique et de la résilience des territoires. Donc il est chercheur au CNRS, et je pense que ça va être une très belle conférence là aussi. Merci beaucoup pour votre présence, et pensez à vous inscrire si vous ne l'êtes pas.